Destination de rêve, croisière d'exception, aventure polaire. Bienvenue dans Au-delà de l'horizon, le podcast qui vous emmène là où le voyage commence vraiment. Une production Aéria Voyage. Imaginez 2 secondes sortir le matin pour aller chercher un simple café et réaliser que les pavés sous vos pieds reposent en fait sur un volcan éteint, vieux de 340 millions d'années. C'est quand même pas banal comme promenade matinale. Vraiment pas. Aujourd'hui, on déchire complètement la version carte postale d'Édimbourg, oubliez les guides touristiques simplistes avec leurs belles photos de châteaux super propres et bien emballés pour les touristes. Exact, on va beaucoup plus loin que ça aujourd'hui. Absolument. On plonge dans les notes d'un guide de voyage très détaillé de 2026, signé Yvan Junior Blanchette, consacré à la capitale écossaise. Et ce qu'on y découvre dans notre analyse, c'est pas une destination de vacances ordinaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Fait de granit noir, d'un ciel qui change d'humeur toutes les 10 minutes et d'une forteresse perchée sur du magma refroidi. Il faut dire que la réalité géographique de cet endroit est d'une violence et d'une complexité absolue. L'histoire et la géographie n'ont pas juste coïncidé ici. Non, elles ont littéralement conspiré ensemble pour forcer le destin de la ville. Bon, décortiquons tout ça, parce que je veux qu'on donne à quiconque nous écoute, surtout les esprits curieux qui détestent les survols superficiels, les clés pour lire cette ville comme un livre d'histoire laissé grand ouvert. Fait que, par où on commence? Le volcan. Oui, ça commence par ce volcan. Pourquoi est-ce si déterminant? Je veux dire, un volcan éteint, au final, c'est juste une grosse colline, non? Pas dans ce cas-ci, tu sais. Ce n'est pas juste une colline, c'est ce qu'on appelle un plug volcanique. Un plug? Comme un bouchon? Exactement, un bouchon de magma hyper dense. Quand les glaciers de la dernière ère glaciaire ont balayé la région, ils ont érodé toutes les roches tendres autour. Mais ils se sont fracassés contre ce bouchon de basalte qui était juste impossible à détruire. Ah, je vois. Fait que ça a laissé une trace particulière dans le paysage. Oui, ça a laissé une formation géologique très spécifique. On se retrouve avec un piton rocheux super abrupt d'un côté et une longue étreinte de sédiments en pente douce de l'autre. Ce qui crée dans le fond une rampe d'accès naturelle d'un bord et une falaise impossible à grimper de l'autre. La position défensive de rêve. Pour son aspect presque menaçant des fois, tout découle d'une nécessité militaire dictée par cette anomalie géologique-là, qui date de centaines de millions d'années. C'est fou de penser que la géologie a fait la moitié du travail d'urbanisme. Totalement. Et si on veut vraiment comprendre cette ville, il faut regarder sa structure physique, parce qu'elle incarne l'anatomie parfaite d'une dualité. Il y a une fracture temporelle et sociale qui est littéralement gravée dans la pierre. Oui, le contraste classique. D'un côté, on a la vieille ville, la Old Town, et juste en face, la ville nouvelle, la New Town. Et cette fracture, elle est on ne peut plus littérale. Ce sont vraiment 2 mondes séparés par un immense jardin en contrebas. Ça agit comme une frontière physique entre 2 époques et 2 visions du monde totalement opposées. Commençons par la vieille ville, la Old Town. Son épine dorsale, c'est le Royal Mile. Puis ce qui est très drôle avec ça, c'est que ce n'est même pas un mile ordinaire. Ah non! Non, c'est un Scots Mile, une unité de mesure écossaise qui fait 1,81 km. C'est un bon 107 yards de plus qu'un mile anglais. On sent déjà l'envie viscérale de pas faire comme les voisins du Sud. Mais ce qui frappe surtout, c'est ce qui est autour de cet axe-là. Des dizaines de petites venelles médiévales super étroites, les fameuses closes. Ah oui, les closes. On parle d'endroits comme le Mary King's Close, qui a carrément fini par être enseveli et devenir souterrain. C'est capoté, hein? Faut s'imaginer les conditions de vie de l'époque, tu sais. Pendant des siècles, la ville pouvait juste pas s'étendre horizontalement à cause des murs défensifs puis du terrain accidenté dont on parlait tantôt. Fait qu'ils n'avaient pas le choix de construire vers l'eau. Exact. Les Écossais ont érigé certains des premiers gratte-ciels primitifs au monde. On parle de bâtiments de 10 à 14 étages en pierre. Riches et pauvres vivaient littéralement empilés les uns sur les autres. Ça devait être étouffant. C'était cauchemardesque. L'étouffement, la fumée constante des feux de charbon, qui a d'ailleurs donné à la ville son surnom de Old Reekie, la ville enfumée, puis l'insalubrité était juste extrême. C'est là que j'ai envie de faire une petite analogie avec le monde des affaires. Oh, vas-y!
L'évolution d'Édimbourg, c'est exactement l'histoire d'une entreprise technologique. La vieille ville, c'est la start-up chaotique de la première heure. OK, je vois le genre. Tout le monde est tassé dans le même petit garage, l'air est irrespirable, c'est brouillon, c'est organique. Ça déborde d'idées, mais c'est juste invivable à long terme. C'est très bien imagé. Puis là arrive 1767. Une fuite organisée pour échapper à cette surpopulation-là. On traverse le ravin, puis on construit la ville nouvelle. Ça, c'est l'entreprise après son entrée en bourse. La grosse corporation. Voilà, le grand siège social corporatif. Des rues rectilignes, élégantes, des places géométriques. Bref, on met un complet cravate. L'analogie de la start-up fonctionne super bien pour la forme visuelle, mais il faut comprendre pourquoi ce passage a eu lieu à ce moment précis-là et ce que ça représentait. Ouais, l'auteur du guide en parle beaucoup. Ce contraste architectural, c'est pas juste une question de confort, c'est la matérialisation d'un courant philosophique majeur, soit l'époque des Lumières en Écosse. Attends, tu veux dire que la disposition des rues a été pensée comme une vraie déclaration philosophique? Mais complètement. La ville nouvelle, avec des artères géométriques et aérées comme George Street ou Prince Street, c'est l'expression physique de la rationalité. OK, intéressant. Dans la vieille ville, on vivait dans l'obscurité, la superstition, la promiscuité. En dessinant une grille parfaite de l'autre côté, l'urbanisme devenait la traduction de l'intellect, de l'ordre puis de la science. C'est comme le triomphe de la raison néoclassique sur le chaos médiéval. C'est en plein ça. De grandes avenues permettaient enfin à l'air de circuler, aux classes sociales de se promener, d'échanger des idées, sans recevoir le contenu d'un pot de chanvre sur la tête. Un gros plus pour les échanges intellectuels, ça j'avoue. Mais-en. Et ce double visage-là, le chaos d'un côté et la raison de l'autre, c'est unique. C'est d'ailleurs ce qui vaut à Édimbourg son double classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, la leçon à retenir ici, c'est que l'architecture d'une ville, c'est pas juste un contenant où on loge du monde, c'est la manifestation physique de notre philosophie. Exactement. D'ailleurs, dans cette dynamique de contraste, faut absolument parler de Leith, l'ancien port de la ville. Ah oui, Leith, c'est incontournable. C'est resté une entité complètement séparée jusqu'en 1920 et Leith a un passé très rude, très ouvrier, industriel. Moi, a une réputation assez dure pendant longtemps. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un quartier super revitalisé où on trouve, écoute bien ça, le Royal Yacht Britannia de la reine Élisabeth II. Il est amarré là depuis 1997. Le contraste est assez frappant. C'est quand même ironique, tu sais, la royauté britannique qui vient se stationner de façon permanente dans l'ancien quartier le plus rugueux d'Écosse. Mais c'est la preuve de la capacité fascinante d'Édimbourg à recycler ses espaces, tu sais, à absorber les extrêmes tout en conservant son essence brute. Mais là où l'histoire prend une tournure inattendue dans le guide de M. Blanchet, c'est quand on s'attend sur l'impact psychologique de ces pierres séculaires et de ce fameux brouillard. Ah, on entre dans mon bout préféré. Parce que ce même environnement dense, vertical et sombre de la vieille ville ne fait pas juste se repousser les gens vers la rationalité de la ville nouvelle. Il agit comme une sorte de cocotte-minute pour le cerveau humain. C'est un incubateur incroyable pour les mythes puis la littérature. Absolument. La topographie exiguë a forcé l'esprit à s'évader. Quand l'espace physique est clos, qu'il est sombre et truffé d'impasses, l'imagination humaine compense en créant des mondes cachés. Puis le cas d'école parfait, on va se le dire, c'est Harry Potter. Inévitable. J.K. Rowling arrive en ville en 1993. Elle vit des moments très difficilement financièrement et elle baigne quotidiennement dans ce décor de théâtre géant. Prenez la George Eliot School, fondée en 1628. C'est un bâtiment assez impressionnant. C'est une bâtisse massive avec 4 grandes tours et les élèves y sont répartis dans 4 maisons distinctes. Même si Rowling a parfois tenté de minimiser l'inspiration directe, n'importe qui regardant ce bâtiment y voit instantanément Poudlard. C'est sûr que ce n'est pas un simple copier-coller, mais c'est un processus d'imprégnation osmotique, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand ton trajet pour aller chercher du lait le matin implique de passer devant des flèches gothiques puis des tourelles du 17e siècle, le cadre narratif de ton esprit s'ajuste naturellement à cet environnement fantastique-là. Sauf qu'en lisant les détails du guide, on pourrait presque croire qu'Édimbourg est la capitale du plagiat accidentel. J'exagère, bien sûr, mais prenons le cimetière de Greyfriars Kirkyard. Oh boy, oui, ce fameux cimetière. Il suffisait de s'y promener pour trouver tout le registre de ces personnages. Sur les pierres tombales, tu regardes et il y a un McGonagall, il y a un Moody, un certain Robert Potter, et la cerise sur le gâteau, un homme décédé en 1806 qui s'appelait Thomas Riddle. C'est fou pareil. Thomas Riddle, Tom Riddle. Le vrai nom de Voldemort en anglais. C'est complètement dingue. Ouais.
Et ça démontre comment la mémoire de la ville se transmute littéralement en fiction. Un cimetière, normalement, c'est un lieu figé dans le passé. Ouais. Mais à Édimbourg, c'est devenu un dictionnaire de personnages pour la culture pop mondiale. Puis ça déborde des cimetières. Il y a Victoria Street, par exemple. C'est une rue en courbe, pavée, construite sur 2 niveaux, avec des façades très colorées. C'est l'incarnation évidente du chemin de traverse, le fameux Diagon Alley. C'est visuellement identique, oui. Il y a aussi cette anecdote incroyable sur l'hôtel Balmoral où Rowling a terminé le 7e tome dans la suite 552. L'horloge, la tour de cet hôtel, avance délibérément de 3 minutes. Tout le temps. Ah oui, pour les trains. Exact. L'idée, c'est d'éviter que les voyageurs ratent leur train à la gare juste en bas. Puis elle n'est mise à la bonne heure qu'une seule fois dans l'année, le 31 décembre. Ce qui est fascinant, c'est que l'anecdote de l'horloge du Balmoral, c'est pas qu'un simple fait divers amusant. Ça révèle une caractéristique psychologique très écossaise. C'est-à-dire? La volonté de manipuler le temps, de contrôler les apparences et de garder des secrets. La ville entière est obsédée par l'observation dissimulée, tu sais. Comment ça, l'observation dissimulée? Prends le château d'Édimbourg, il y a une installation qui s'appelle le Laird's Lug, ce qui se traduit par l'oreille du Seigneur. Ça sonne un peu lugubre. C'est une petite fenêtre sacrée, parfaitement dissimulée au-dessus de la cheminée du grand hall, puis ça permettait au roi de se cacher et d'espionner incognito les conversations de ses invités en contrebas. Fait que c'est un système d'écoute électronique de l'ère de la Renaissance? C'est en plein ça. Puis l'impact psychologique de ça est majeur. Quand tu vis dans une ville physiquement truffée de passages souterrains, de ruelles coupe-gorge puis de fenêtres pour espions, c'est inévitable que la production littéraire qui en émarge traite de mondes parallèles cachés derrière le monde réel ou d'écoles secrètes. Donc, l'architecture a littéralement dicté le genre littéraire. Absolument. Puis Rowling, c'est pas la seule à s'être fait prendre à ce jeu de l'esprit-là. Charles Dickens, bien avant elle, a vécu un moment similaire de création par accident géographique. Ah, l'histoire de Scrooge? Oui. Dickens se promène dans un autre cimetière, le Canongate Kirkyard. Il s'arrête devant la tombe d'un certain Ebenezer Lennox Scrooge. Déjà, le nom est fantastique. La profession de cet homme-là est inscrite sur la pierre. C'est écrit Mealman, donc un marchand de farine, mais Dickens, soit à cause du fameux brouillard écossais ou juste d'une mauvaise vue, lit Mean Man, un homme mesquin. C'est tellement une belle erreur. De cette simple erreur de lecture générée par la pénombre ambiante, le personnage de Scrooge, l'homme le plus avare de l'histoire de la littérature, est né. La brume écossaise qui floute la réalité pour créer un chef-d'œuvre. C'est la beauté de l'interaction entre la psychologie humaine et un paysage déroutant comme ça. Par contre, la ville ne génère pas que de la poésie ou des romans. Elle cultive aussi une excentricité qui frôle souvent l'absurde pur et dur. C'est comme une sorte de rébellion contre son propre granit. Tu penses à quoi exactement? Prendre John Knox. C'est le père fondateur de la réforme protestante écossaise du 16e siècle. On parle d'une figure historique majeure, l'équivalent d'un titan religieux. Oui, un homme très important. Devine où il est aujourd'hui. Enterré sous un espace de stationnement. Non, pour vrai. Je te jure. La place numéro 23, plus précisément. L'ancien cimetière a juste été asphalté. C'est d'un pragmatisme tellement brutal que ça en devient hilarant. C'est fou, mais c'est ce refus catégorique de prendre l'histoire de manière trop pompeuse. Il y a une irrévérence très saine en Écosse qui agit un peu comme une soupape de sécurité face à l'austérité calviniste. Et c'est une soupape de sécurité qui s'applique aussi au monde animal, semble-t-il. Parce que dans le guide, l'auteur explique l'existence de Sir Niels Olave III. Oh mon Dieu, oui, le fameux manchot. Et on parle d'un manchot royal qui vit aux eaux d'Édimbourg, qui a été nommé colonel en chef de la garde royale norvégienne, puis adoubé chevalier et carrément promu brigadier en 2016. On s'entend que c'est absurde. On a des vidéos de cet oiseau-là en smoking naturel qui inspecte solennellement les troupes militaires. Puis comme si c'était pas assez, les registres nous apprennent qu'en 1838, le régiment des 78e Highlanders est rentré du Sri Lanka avec un éléphant bien vivant. Un éléphant à Édimbourg. Oui, et ils l'ont logé au château. Et cet éléphant-là a développé un fort penchant pour la bière de la cantine, donc le joyau défensif du pays, hébergeant un éléphant alcoolique. L'essentiel à retenir de ce segment de notre exploration, c'est qu'un environnement contraint et physiquement écrasant agit comme un accélérateur de particules pour l'imagination humaine. C'est bien dit. L'architecture sombre d'Édimbourg obligeait l'esprit humain à créer de la couleur, du mythe puis de l'excentricité juste pour ne pas sombrer dans la folie, tu sais.
Ben, ce même esprit de rébellion contre la grisaille, ce refus de se plier aux règles établies, on l'a pas laissé dans le 19e siècle. Il est très présent aujourd'hui. D'ailleurs, si quelqu'un débarque dans les rues en 2026, comment ça se vit cette culture moderne-là? Ça goûte quoi? Ça sonne comment l'Écosse d'aujourd'hui? Ben, pour répondre à ça, ça goûte la reconnexion avec le territoire. Et c'est une véritable rébellion car la scène gastronomique a complètement renversé le stéréotype tenace puis peu flatteur de la nourriture britannique fade ou surbouillie. Ah oui, le fameux cliché de la bouffe anglaise ennuyeuse. Le guide Blanchette est fascinant là-dessus. Il met en évidence des endroits comme The Kitchen, situé dans le quartier de Leith. C'est une institution maintenant. C'est un restaurant ouvert en 2006 par le chef Tom Kitchen avec une philosophie hyper stricte de la nature à l'assiette. Il a décroché une étoile Michelin en un temps record de 6 mois. 6 mois, c'est incroyable. En refusant les portations faciles, il travaille les langoustines pêchées dans les eaux glacées des côtes, le gibier des Highlands, le bœuf local. C'est une vraie redécouverte culinaire et ça s'inscrit dans une longue tradition alternative, tu sais. Oui, l'auteur mentionne des pionniers aussi. Exact, des pionniers comme le restaurant Anderson's militaient déjà pour la cuisine végétarienne locale en 1962. Ce que ce mouvement culinaire-là révèle, c'est un respect profond pour le terroir rugueux de l'Écosse, mais exécuté avec une précision intellectuelle vraiment moderne. On honore les racines de façon sophistiquée. Ouais. Puis cette même approche authentique, viscérale, on la retrouve dans leur façon de concevoir la socialisation, notamment dans l'institution que représente le pub. Justement, parlons-en des pubs. Pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est très différent de l'Angleterre. C'est le jour et la nuit. Si on devait utiliser une image, l'expérience anglaise du pub, ça ressemble souvent à un salon formel de la classe moyenne. Tu y vas après le travail, tu prends une pinte debout à une table, puis tu discutes poliment de la pluie et du beau temps. C'est plus réservé. Le pub écossais, lui, c'est l'équivalent d'un gros party de cuisine dans un chalet le samedi soir au Québec. L'ambiance est robuste, c'est bruyant, c'est une communauté qui serre les coudes. La distinction est capitale, tu sais. Dans des lieux comme le Beau Bar, qui est reconnu pour son impressionnante sélection de single malt, ou le Café Royal avec son opulence victorienne, il n'y a pas cette barrière de classe invisible-là que l'on ressent parfois ailleurs en Royaume-Uni. C'est beaucoup plus mélangé. Exactement. Quand la musique folk live embarque la fin de semaine, l'espace devient un grand niveleur social. Tout le monde est égal devant une bonne bière puis une bonne chanson. Puis ce sens de l'accessibilité sociale, cette idée de briser les barrières, ça prend une ampleur encore plus étonnante quand on regarde comment la ville gère ses institutions majeures. Les musées? Oui, c'est un point clé du guide. Les grands musées d'Édimbourg sont gratuits. Le gigantesque National Museum of Scotland, où on peut voir Dolly, la première brebis clonée au monde, ou des météores vieux de milliards d'années. C'est une collection incroyable. On peut juste entrer par la porte principale sans débourser un sou pour les collections permanentes. Dans une capitale européenne majeure, ça semble presque une erreur comptable tellement on n'est pas habitué à ça. Mais c'est pas une erreur, c'est une déclaration politique et morale. Et ça permet de tirer une grande leçon sur les valeurs de cette société-là. Dans quel sens? En rendant l'accès gratuit, on démocratise le savoir. La culture puis l'histoire de l'humanité ne sont plus traitées comme un simple péage touristique. C'est une invitation continue à la curiosité civique. C'est vrai que ça change la dynamique. Imagine pouvoir entrer dans ce musée pendant seulement 15 minutes sur ton heure de dîner, juste pour admirer une invention de la révolution industrielle, puis repartir au travail. Sans te sentir obligé d'y passer 5 heures pour rentabiliser ton billet de 30$. Exactement. C'est un luxe intellectuel inouï. C'est un changement de paradigme complet dans notre rapport au temps. Et puisque l'on parle de temps, l'auteur du guide insiste beaucoup sur un concept. Édimbourg est une ville qui s'adapte à l'échelle du temps qu'on lui consacre. C'est ce qu'on pourrait appeler le principe de la décantation urbaine. Absolument. Si quelqu'un y va seulement 3 jours, il va cocher les cases classiques. Il va peut-être grimper le volcan Arthur Seat, ce sommet à 251 mètres qui offre une vue fouettée par le vent sur toute la ville. Mais ça reste un survol. Oui, c'est l'expérience de base. S'il investit 5 jours, la ville commence à dévoiler son intimité à travers des quartiers un peu plus en retrait comme Stockbridge ou Southside. Et avec une semaine ou plus, là, les portes s'ouvrent vers les régions extérieures. Puis il y a l'aspect événementiel aussi, qui demande du temps. Tellement, on mentionne souvent le Festival Fringe ou le Hogmanay. Ce sont des termes qu'on entend souvent, mais il faut comprendre leur ampleur. Le Fringe, au mois d'août, c'est pas juste un festival de théâtre. Non, la ville explose carrément. C'est une occupation totale de la ville où chaque sous-sol, chaque arrière-boutique de pub devient une salle de spectacle.
Et le Hogmanay, c'est pas un banal décompte de fin d'année avec du champagne et des flûtes. Loin de là. C'est un événement viscéral, étalé sur plusieurs jours, avec des processions aux flambeaux qui relèvent presque d'une célébration viking de la survie à l'hiver. Pour vraiment saisir ça, faut donner du temps à la ville. Ce qui nous amène à la conclusion la plus importante de notre analyse des sources aujourd'hui. L'idée forte ici, qui est applicable à toute quête de connaissances d'ailleurs, c'est qu'un sujet complexe ou un lieu historique révèle son âme proportionnellement à l'effort qu'on y investit. Ouais, on récolte ce qu'on sème. Si on reste à la surface, on obtient une liste de monuments à photographier. Si on creuse, on comprend l'écosystème fascinant où, dans la même journée, il est possible de marcher sur un volcan vieux de millions d'années, de discuter d'idées des Lumières, de saluer un manchot avec un grade militaire norvégien et de finir la soirée avec un repas étoilé dans un ancien port ouvrier. C'est quand même un itinéraire difficile à battre. Et ça nous laisse avec une réflexion finale particulièrement provocatrice pour notre auditoire. Je t'écoute. On vient d'analyser comment l'environnement oppressant d'Édimbourg, ses ruelles sombres, son architecture gothique tordue et son climat parfois, disons-le, hostile, ont servi de matrice pour accoucher des personnages littéraires les plus complexes et inoubliables au monde. Oui, les Scrooge et les Voldemort de ce monde. Exact. De la mesquinerie glaçante d'un Ebenezer Scrooge aux ténèbres de Voldemort, ces esprits sont littéralement nés de la pierre et du brouillard de cette ville-là. Fait que l'imperfection et l'obscurité du lieu ont généré de la profondeur humaine. Et c'est ce qui pose une question assez vertigineuse pour notre époque contemporaine. Si les passages secrets, la géographie chaotique puis les recoins ténébreux ont créé ces mythes immortels-là, on doit se demander quel genre de récits et d'imaginaires sont en train d'être silencieusement façonnés par les villes ultramodernes, utilitaristes, de verre et d'acier que nous construisons aujourd'hui. C'est une excellente question. L'architecture moderne, avec ses lignes parfaites qui éliminent les ombres et les cachettes, tue-t-elle finalement le mystère? C'est à se demander quelles histoires stériles naîtront de nos tours de verre, et là-dessus, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Bonne réflexion. Vous venez d'écouter Au-delà de l'horizon, une production Aéria Voyage. Pour en savoir plus sur les destinations et les compagnies présentées dans cet épisode, visitez notre site web au www.aeriavoyage.com, voir tous les détails dans la description. N'oubliez pas de liker et de partager le podcast avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour être certain de ne rien manquer. À très bientôt.